Chers étudiants de la deuxième année tronc commun à Saint-V, bonjour. Pour aujourd'hui, je vous propose cette vidéo qui entre dans le cadre de la continuité de l'enseignement hybride, une méthode d'enseignement adoptée cette année par notre université, mais également dans le but de poursuivre les efforts fournis antérieurement par les membres de l'équipe pédagogique de la matière génétique. À travers la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre numéro 3 de la matière génétique, un chapitre qui s'intitule « Le dihybridisme chez les organismes diploïdes ». Mais dans ce chapitre, nous allons traiter uniquement un seul cas du dihybridisme, plus exactement le cas de la ségrégation indépendante de deux gènes. Avant de suivre cette vidéo, et pour une bonne compréhension des informations qui vont être données dans ce chapitre, je vous conseille, chers étudiants, de commencer tout d'abord par maîtriser le chapitre du monohybridisme, puisque ce sont des informations ou c'est des informations qui se regroupent. Commençons tout d'abord ce chapitre par la définition du dihybridisme. Comme pour le monohybridisme, le dihybridisme est une étude. Mais dans cette étude, on va analyser le mode de transmission simultanée de deux caractères, d'une génération parent à une génération fille, là où le monohybridisme était l'étude du mode de transmission d'un seul caractère. Dans le cas du dihybridisme, chaque caractère doit être contrôlé par un seul gène. Puisqu'on a un total de deux caractères à suivre, les deux caractères doivent être obligatoirement contrôlés par deux gènes différents. En résumé, le dihybridisme est l'étude du mode de transmission de deux caractères qui sont contrôlés obligatoirement par deux gènes. Donc, dans ce chapitre, nous allons suivre le mode de transmission de deux gènes différents. Mais sachez très bien que selon l'emplacement de ces deux gènes sur les chromosomes, on peut tomber sur deux cas différents du dihybridisme, soit le cas de deux gènes indépendants, soit le cas de deux gènes liés. Commençons par le premier cas, c'est-à-dire deux gènes indépendants. Sachez très bien que lorsqu'on dit qu'on a deux gènes indépendants, cela signifie génétiquement que les deux gènes sont portés par deux paires de chromosomes différentes. Par exemple ici, on a une paire de chromosomes qui va porter le gène numéro 1, c'est le gène A, avec les deux allèles A plus et A, et la seconde paire de chromosomes, elle va porter le second gène, c'est le gène B, avec les allèles B plus et B. Puisque les deux gènes sont portés par deux paires de chromosomes différentes, lors de la méiose, la ségrégation des allèles de ces deux gènes, elle va se faire d'une manière indépendante. Par contre, si les deux gènes d'intérêt sont portés par la même paire de chromosomes, comme dans cet exemple, on a une paire de chromosomes avec le gène A et le gène B à la fois, ou qui va porter le gène A et le gène B à la fois. La ségrégation de ces deux gènes, elle ne va pas se faire d'une manière indépendante, mais liée. Pourquoi liée? Car les deux gènes sont portés par la même paire de chromosomes. Donc, dans le chapitre d'aujourd'hui, nous allons aborder uniquement le premier cas du dihybridisme, c'est-à-dire la ségrégation indépendante de deux gènes, où nous allons rechercher à comprendre comment la méiose réalise la ségrégation des allèles de deux gènes situés sur deux paires de chromosomes différentes. Pour mieux comprendre ce cas du dihybridisme, nous allons prendre comme exemple des cobayes, où nous allons suivre chez les cobayes ou chez ces cobayes deux caractères différents qui sont la couleur du pelage et la longueur des poils. Pour le premier caractère, couleur du pelage, on a deux phénotypes différents, soit un pelage noir, soit un pelage blanc, dont on sait que noir est dominant sur blanc. D'ailleurs, une raison pour laquelle on a donné grand B comme symbole du noir
et petit b pour le blanc. On a utilisé ici le système de notation de Mendel. Pour le second caractère, c'est-à-dire la longueur des poils, on a également deux phénotypes différents, soit poil court, soit poil long, dont on sait également que court est dominant sur long. Donc, grand L pour court et petit l pour long. Certes, on a deux caractères à analyser, mais on a également quatre phénotypes à analyser. Si on va combiner ces quatre phénotypes, on va trouver quatre classes phénotypiques pour les cobayes. Soit des cobayes qui sont avec la couleur noire et courts, les deux phénotypes dominants, donc comme symbole, grand B, grand L. Soit des cobayes qui sont noirs et longs, un phénotype dominant et le second est récessif. Donc, comme symbole, grand B, petit l. Soit des cobayes qui sont blancs et avec des poils courts. Le premier phénotype est récessif, le second est dominant. Donc, comme symbole, petit b, grand L, soit des cobayes qui sont avec la couleur blanche et des poils longs. Les deux phénotypes récessifs et donc comme symbole, petit b, petit l. Pour l'exemple d'aujourd'hui, nous allons prendre une génération parentale avec deux parents qui sont de lignée pure, mais qui ne possèdent pas ou qui ne partagent pas les mêmes phénotypes. Un parent numéro 1 qui possède comme phénotype noir et poil court. Le second parent possède comme phénotype un pelage blanc et poil long. Ces deux parents sont croisés entre eux. Et ce croisement a permis l'obtention d'une génération phi en F1 où on va constater que la totalité de la descendance possède le même phénotype. C'est-à-dire plus exactement que 100% de la descendance est avec le phénotype noir et poil court. D'ailleurs, c'est le phénotype du parent numéro 1. Pour interpréter ce croisement, nous allons travailler avec la même méthode utilisée lors du chapitre du monohybridisme. C'est-à-dire que dans une première étape, on va commencer par l'observation afin de tirer un maximum d'informations. Puis, et dans une deuxième étape, on va utiliser ces informations afin d'interpréter le croisement. Donc, comme première information à tirer à partir de ce croisement, c'est que les deux parents ne possèdent pas les mêmes phénotypes. Parce que le parent 1 est avec le phénotype noir et poil court. Le parent numéro 2 est avec le phénotype blanc et poil long. Mais ce croisement a permis l'obtention d'une descendance qui est à 100% homogène, puisque tous les descendants se ressemblent. À partir de ces deux conclusions, sachez très bien qu'on peut tirer deux conclusions. Une concernant la pureté des parents et la seconde, elle concerne la relation de dominance et de récessivité. Je sais très bien que ces deux conclusions ont été données dans l'énoncé de l'exemple, mais j'ai insisté sur ce point juste pour vous montrer comment on doit interpréter ce genre de croisement lorsqu'on se trouve avec un exercice de TD. Pour le premier point ou la première conclusion, c'est-à-dire la pureté des parents, on a dit que les deux parents ne partagent pas les mêmes phénotypes et que la descendance est à 100% homogène. On se retrouve là dans la première loi de Mendel, la loi de l'uniformité. Une loi qui dit que lorsqu'on réalise un croisement entre deux parents qui ne possèdent pas les mêmes phénotypes et que la descendance est à 100% homogène, comme première conclusion à dire, c'est que les deux parents sont de lignée pure. C'est-à-dire que les deux parents sont homozygotes pour les caractères étudiés. Là, on constate que cette loi de l'uniformité est applicable, quel que soit on travaille avec un seul caractère, c'est-à-dire le monohybridisme, deux caractères, le dihybridisme, ou même avec plusieurs caractères, le polyhybridisme, un chapitre ou un exemple qu'on va traiter prochainement.
Deuxième conclusion, c'est la relation de dominance et de récessivité. Mais pour étudier cette relation de dominance et de récessivité, on doit travailler avec chaque caractère séparément. Par exemple, je vais prendre comme premier caractère la couleur du pelage. Le premier parent est noir, le second est blanc, la descendance est à 100% noire, le phénotype du parent numéro 1. Donc, on constate que le phénotype blanc a été masqué en F1 et que le phénotype de la descendance est le même phénotype du parent numéro 1. Donc, directement, on peut donner comme conclusion que le phénotype noir est dominant sur blanc. Pour le deuxième caractère, la longueur des poils, le parent 1 est court, le parent 2 est long. La descendance est à 100% avec le phénotype poil court, le phénotype du parent numéro 1, alors que le phénotype long a été masqué en F1. Là également, on va dire que le phénotype poil court est dominant sur poil long. Après interprétation du croisement, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire la représentation du croisement. Mais avant de représenter ce croisement, on va considérer tout d'abord que les deux gènes qui contrôlent les deux caractères se transmettent indépendamment. C'est-à-dire, peu importe le caractère couleur du pelage, peu importe le caractère taille des poils, il ne va pas y avoir de lien lors de la transmission entre ces différents allèles. Et on peut relier ça à la position des gènes au niveau des chromosomes. On a dit que les deux gènes sont indépendants, donc portés par deux paires de chromosomes différentes. Commençons par le phénotype. Le premier parent possède comme phénotype un pelage noir et poils courts. Noir, c'est le grand B, court, c'est le grand L. Donc, le phénotype du parent numéro 1 va être grand B, grand L et entre parenthèses. Pour le second parent, il est blanc, donc petit b, long, petit l et entre parenthèses. Pour le génotype, c'est un petit peu compliqué par rapport au monohybridisme, puisque là, on va travailler avec deux gènes. Tout d'abord, on a dit que ce parent est de lignée pure. C'était notre première conclusion. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce parent, il est homozygote pour le premier caractère, donc le génotype est grand B sur grand B, mais également homozygote pour le second caractère, donc son génotype est grand L sur grand L. Donc le génotype du premier parent est grand B sur grand B, grand L sur grand L. Et on remarque qu'on a mis une barre pour chaque couple d'allèles. Pourquoi? C'est pour dire qu'on a ici une paire de chromosomes qui va porter le gène B avec les deux allèles grand B et grand B, et on a une deuxième paire de chromosomes qui va porter le gène L, et les allèles sont grand L et grand L. Donc deux gènes indépendants, une barre pour chaque couple d'allèles, ou deux barres séparées. Pour le second parent, il est également de lignée pure, donc homozygote pour le premier caractère petit b sur petit b, et homozygote pour le second petit l sur petit l. Au niveau des gamètes, on doit trouver 4 combinaisons gamétiques, puisqu'on travaille avec deux gènes. Mais avant de donner les 4 combinaisons, je vais commencer par une petite remarque. Sachez très bien qu'on ne peut jamais trouver les deux allèles grand B et grand B dans un même gamète, ou les deux allèles grand L et grand L dans un même gamète. Pourquoi? Car la méiose est une division qui permet la séparation des paires chromosomiques. Et donc, dans un gamète, on ne peut jamais trouver deux chromosomes homologues. Et par conséquent, on ne peut jamais trouver dans un gamète deux allèles d'un même gène. Les 4 combinaisons sont
soit l'association du chromosome qui porte le grand B avec ce chromosome qui porte le grand L pour former un gamète avec l'association grand B, grand L. Soit un chromosome qui porte le grand B avec le chromosome qui porte le grand L pour former une deuxième possibilité de gamète avec l'association grand B, grand L. Soit ce chromosome qui porte le grand B avec ce chromosome qui porte le grand L. Troisième combinaison. Soit ce chromosome qui porte le grand B avec ce chromosome qui porte ce grand L. Donc, on constate qu'on a 4 combinaisons possibles. Mais les 4 combinaisons sont identiques car on trouve toujours la même association. C'est le grand B avec le grand L. Donc, cet individu, il ne va produire qu'un seul type de gamète. Pourquoi? Puisqu'il est double homozygote. Et là, sachez très bien qu'un individu homozygote, quel que soit le nombre de gènes à étudier, il doit produire toujours un seul type de gamète car on ne doit trouver qu'une seule combinaison. Pour le second parent, également, il est double homozygote. Donc, une seule combinaison de gamètes, mais cette fois-ci avec les deux allèles petit b et petit l. La fusion de ces deux gamètes va nous donner une première génération filiale qu'on appelle la F1, avec un génotype grand B petit b pour le premier caractère. Pourquoi? Car le premier parent va transmettre le chromosome qui porte le grand B à ses descendants et le second parent, il va donner le chromosome qui porte le petit b. Donc, les descendants ou tous les descendants vont avoir un génotype hétérozygote pour ce caractère, un grand B sur petit b. Pour le deuxième caractère, le premier parent va donner un chromosome qui porte le grand L, le second, il va donner un chromosome qui porte le petit L. Donc, également, tous les descendants vont avoir le génotype grand L sur petit L. Donc, on remarque que ce croisement va donner une descendance qui est à 100% double hétérozygote ou hybride, avec les deux phénotypes dominants, grand B, grand L. Et donc, tous les descendants vont avoir comme phénotype pelage noir et poils courts. Maintenant, on va passer au croisement numéro 2, qui est en réalité une autofécondation, ou plus exactement, croiser des individus de la F1 entre eux. On sait très bien que 100% des individus de la F1 possèdent comme phénotype grand B, grand L, et que 100% des individus de la F1 possèdent comme génotype grand B sur petit b, grand L sur petit l, c'est-à-dire des individus double hétérozygotes. Donc, dans cette deuxième étape, on va réaliser un croisement entre deux parents qui sont double hétérozygotes. Au niveau des gamètes, le parent numéro 1 peut produire 4 types de gamètes possibles. Première association, grand B, grand L. Deuxième association, petit b, petit l. Troisième association, c'est le grand B, petit l. Et la troisième association, petit b, grand L, sont les 4 combinaisons possibles des gamètes. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la fréquence de chaque type de gamète? Sachez très bien que les 4 combinaisons et donc les 4 types de gamètes possibles sont équiprobables, c'est-à-dire produits avec la même fréquence qui est de 25% ou de 1/4. Pourquoi? Car lors de la gamétogénèse, ou plus exactement lors de l'anaphase 1 de la méiose, la séparation des chromosomes homologues ainsi que leur migration vers les deux pôles opposés pour former par la suite des gamètes va se faire d'une manière aléatoire. Et donc, le chromosome qui porte le B
a la même probabilité pour qu'il soit avec le grand L ou le petit L pour former un gamète. Et que le chromosome qui porte le petit b a également la même probabilité pour qu'il soit avec le chromosome qui porte le grand L ou petit L pour former un gamète. Donc, 4 combinaisons possibles et les 4 combinaisons sont équiprobables. Donc, sachez très bien que lorsqu'on est dans le cas du dihybridisme et on travaille avec 2 gènes indépendants, un individu double hétérozygote doit produire toujours 4 types de gamètes équiprobables. Le second parent, puisqu'il est hétérozygote, donc 4 combinaisons des gamètes également. La fusion de ces gamètes va nous donner une deuxième génération filiale qu'on appelle la F2. Mais puisqu'on a plusieurs possibilités de fusion, on va résumer toutes ces fusions dans un tableau qu'on appelle l'échiquier de Punnett ou le tableau de croisement. Un tableau à 16 cases, car le premier parent va produire 4 types de gamètes, le second 4, 4 fois 4, donc un total de 16. Pour le tableau du croisement, dans la première ligne, on va mettre les 4 types de gamètes possibles du premier parent avec leur fréquence. Et dans la première colonne, on va mettre les 4 combinaisons possibles des gamètes du deuxième parent et également avec leur fréquence. Par la suite, dans chaque case, on va mettre le rapport des descendants, le génotype des descendants ainsi que leur phénotype. Par exemple ici, 1 quart fois 1 quart, c'est 1 sur 16. Pour le génotype, grand B sur grand B et grand L sur grand L. Donc un génotype double homozygote, grand B sur grand B et grand L sur grand L. Et comme phénotype, grand B sur grand L. Puis, on doit compléter toutes les cases de ce tableau. De la même manière, bien sûr, où dans chaque case, on doit trouver 3 informations. Le rapport des descendants, le génotype des descendants et le phénotype des descendants. Si on va analyser ce tableau, on va constater que 9 cases sur 16 sont des individus qui possèdent les 2 phénotypes dominants, grand B, grand L. C'est-à-dire que 9/16 de la descendance sont avec les 2 phénotypes dominants, noir et court. Mais les individus qui possèdent ce phénotype peuvent avoir 4 génotypes différents, soit des doubles homozygotes, grand B sur grand B, grand L sur grand L, soit homozygote pour le premier caractère, grand B sur grand B, et hétérozygote pour le second, grand L sur petit L, soit hétérozygote pour le premier caractère, grand B sur petit L, mais homozygote pour le second, grand L sur grand L, soit des individus qui sont double hétérozygotes, grand B sur petit b, grand L sur petit L. Donc, un individu qui possède les 2 phénotypes dominants a 4 possibilités de génotype. Si on analyse toujours ce tableau du croisement, on va constater que 3 cases sur 16, et donc 3 sur 16 des descendants, sont avec le phénotype dominant grand B et récessif petit L, c'est-à-dire noir et lent. Mais avec 2 génotypes possibles, soit des doubles homozygotes, grand B sur grand B, petit L sur petit L, soit homozygote pour le phénotype récessif, petit L sur petit L, mais hétérozygote pour le phénotype dominant, grand B sur petit b. Toujours, si on va analyser ce tableau, on va constater que 3 sur 16 des descendants sont avec le phénotype récessif petit b et le phénotype dominant grand L, c'est-à-dire blanc et court.
avec deux génotypes possibles, soit des doubles homozygotes, soit homozygote pour le phénotype récessif, hétérozygote pour le dominant, grand L sur petit l. Enfin, on va constater que 1 sur 16 des descendants sont avec les deux phénotypes récessifs, petit b, petit l. Ils sont obligatoirement des doubles homozygotes avec un génotype petit b sur petit b, petit l sur petit l. Pourquoi? Car un phénotype récessif n'apparaît qu'à l'état homozygote. À partir de ces résultats, on peut conclure que le croisement qui implique deux gènes indépendants donne théoriquement toujours les rapports phénotypiques 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. C'est-à-dire que dorénavant, lorsqu'on vous donne un exercice qui implique deux caractères et on réalise un croisement entre deux parents hybrides et on constate que le résultat expérimental est proche à ce rapport théorique de 9, 3, 3, 1, il faut donner directement comme conclusion qu'il s'agit ici de la ségrégation indépendante de deux gènes ou que les deux gènes sont indépendants. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce chapitre, c'est-à-dire plus exactement le test cross dans le cas du dihybridisme. Mais commençons tout d'abord par définir ce test cross. Sachez très bien que le test cross, que l'on appelle également le croisement test, est le croisement d'un individu qui porte un phénotype dominant, un génotype inconnu, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas son génotype, obligatoirement par un parent homozygote récessif. Comme on est dans le cas du dihybridisme, le parent dominant doit être dominant pour les deux caractères et l'autre parent doit être obligatoirement un double homozygote récessif. Une question se pose ici. Quel est le but du test cross? Sachez très bien que le test cross a comme but de déterminer le génotype inconnu de l'individu qui porte un phénotype dominant. Une autre question se pose ici. Comment un simple test, qui est le test cross, va nous permettre ou va nous donner une information directe sur le génotype du parent dominant? C'est par le biais du résultat du test cross. Pour comprendre ça, on va revenir à l'exemple de tout à l'heure. Nous, on sait que pelage noir est dominant sur blanc et poil court est dominant sur lent. Donc, le parent dominant doit avoir comme phénotype grand B, grand L, et le double homozygote récessif doit avoir obligatoirement comme phénotype petit b, petit l. Le parent récessif n'a qu'une possibilité de génotype. Petit b sur petit b, petit l sur petit l. Par contre, le parent dominant a 4 possibilités de génotype, puisqu'il peut être soit un double hétérozygote. Hétérozygote pour le premier caractère et pour le second. Donc, son génotype sera grand B sur petit b, grand L sur petit l. Comme cet individu, il peut être un double homozygote. Donc, son génotype sera grand B sur grand B, grand L sur grand L. Comme cet individu peut être homozygote pour un caractère, hétérozygote pour le second. Donc, son génotype peut être soit grand B sur grand B, grand L sur petit l, ou l'inverse, grand B sur petit b, grand L sur petit l. Donc, on constate ici que l'individu dominant a 4 possibilités de génotype. Donc, si on réalise un test cross entre ce parent dominant et l'homozygote récessif, on peut prévoir 4 résultats différents. Des résultats qui diffèrent selon
le génotype de l'individu dominant. Et donc, selon le résultat qu'on doit avoir, on va donner une conclusion directe concernant le génotype du parent dominant. Pour mieux comprendre ça, on va commencer par la première possibilité. C'est que le parent dominant possède un génotype hétérozygote pour les deux caractères. Donc, son phénotype sera grand B, grand L, et le génotype grand B sur petit b, grand L sur petit l. Au niveau des gamètes, un individu double hétérozygote doit produire 4 types de gamètes équiprobables. Donc, un quart grand B, grand L, un quart grand B, petit l, un quart petit b, grand L, et un quart petit b, petit l. Le parent récessif, son génotype est petit b sur petit b, petit l sur petit l. Et puisqu'il est double homozygote, il va produire ou il ne peut produire qu'un seul type de gamète, avec les deux allèles récessifs, petit b et petit l. La fusion de ces gamètes va nous donner une première génération filiale avec 4 classes phénotypiques. Un quart des descendants seront avec les deux phénotypes dominants, grand B, grand L. Un quart avec un phénotype dominant grand B et un phénotype récessif petit l. Un quart avec un phénotype récessif petit b, un phénotype dominant grand L. Et un quart avec les deux phénotypes récessifs. Donc, à partir de ce résultat, dorénavant, lorsqu'on réalise un test cross d'un individu qui porte les deux phénotypes dominants par un parent double homozygote récessif, et on obtient comme résultat 4 classes phénotypiques équiprobables, on doit donner directement comme conclusion que le parent dominant est double hétérozygote. Et puisqu'on a 4 classes phénotypiques, ce parent a produit 4 classes de gamètes. Deuxième possibilité, si le parent dominant grand B, grand L est de génotype homozygote pour les deux caractères. Donc son génotype sera grand B, grand L sur grand L. Au niveau des gamètes, un individu homozygote ne peut donner qu'un seul type de gamètes, mais cette fois-ci avec les deux allèles dominants, grand B, grand L. Le second parent, comme il est homozygote récessif, ne peut produire qu'un seul type de gamète avec les deux allèles récessifs. La fusion entre ces deux gamètes va nous donner une descendance homogène où 100% des descendants sont avec les deux phénotypes dominants, grand B et grand L. Donc, dorénavant, lorsqu'on réalise un test cross d'un individu dominant par un parent double homozygote récessif et on obtient une descendance qui est à 100% homogène, on doit dire directement que le parent dominant est double homozygote. Et puisqu'on a une seule classe phénotypique, cet individu n'a produit qu'un seul type de gamète. Troisième hypothèse. Si l'individu dominant est de génotype homozygote pour le premier caractère et hétérozygote pour le second caractère, donc son génotype sera grand B sur grand B, grand L sur petit l. Au niveau des gamètes, les 4 combinaisons sont grand B, grand L, grand B, petit l, grand B, petit l et grand B, grand L. Sont les 4 combinaisons des gamètes. Mais on constate que ces deux gamètes sont identiques et que ces deux gamètes sont également identiques. Donc, un individu homozygote pour un caractère et hétérozygote pour le second ne peut produire que 2 types de gamètes équiprobables avec le rapport de 1,5 pour chaque type. Le second parent
puisqu'il est homozygote récessif, ne va produire qu'un seul type de gamète avec les deux allèles récessifs petit b, petit l. La fusion des gamètes va nous donner deux classes phénotypiques équiprobables, où la moitié de la descendance sont avec les phénotypes grand B, grand L, et l'autre moitié sont avec le phénotype ou les phénotypes grand B et petit l. Donc, dorénavant, lorsqu'on réalise un test cross d'un individu dominant par un double homozygote récessif et on obtient comme résultat deux classes phénotypiques équiprobables, on doit dire directement que le parent dominant est homozygote pour un caractère et hétérozygote pour le second. Donc la question qui se pose, pour quel caractère il est homozygote et pour quel caractère il est hétérozygote? Pour cela, il faut aller voir la descendance et travailler avec chaque caractère indépendamment. Par exemple ici, dans notre descendance, on constate que tous les descendants possèdent le phénotype grand B. C'est-à-dire que la descendance, elle est homogène pour ce caractère. Et par conséquent, le parent, il doit être obligatoirement homozygote pour ce caractère. Puisque la descendance est homogène. Par contre, pour le deuxième caractère, on constate que la moitié de la descendance est avec le phénotype grand L, l'autre moitié est avec le phénotype petit l. Donc la descendance, elle est hétérogène pour ce deuxième caractère. Donc on conclut directement que le parent dominant est hétérozygote pour ce deuxième caractère. Quatrième hypothèse. Si l'individu grand B, grand L est de génotype hétérozygote pour le premier caractère et homozygote pour le second caractère. Donc son génotype sera grand B sur petit b, grand L sur petit l. On a vu tout à l'heure que l'individu homozygote pour un caractère, hétérozygote pour le second, ne peut produire que deux types de gamètes équiprobables. Dans notre cas, la moitié des gamètes sera avec la combinaison grand B, grand L et l'autre moitié avec la combinaison petit b, grand L. Le parent récessif ne va produire ou ne peut produire qu'un seul type de gamètes et avec les allèles récessifs. La fusion des gamètes va nous donner une première génération filiale avec deux classes phénotypiques équiprobables. La moitié de la descendance sera avec les deux phénotypes dominants grand B, grand L et l'autre moitié avec le phénotype récessif petit b et le phénotype dominant grand L. Donc, si on réalise un test cross et on obtient comme résultat phénotypique deux classes phénotypiques équiprobables, on doit donner directement comme conclusion que le parent dominant est homozygote pour un caractère et hétérozygote pour le second. Mais comment savoir pour quel caractère il est homozygote et pour quel caractère il est hétérozygote? Là également, il faut descendre ou il faut voir avec la descendance et travailler avec chaque caractère indépendamment. Pour le premier caractère, on constate que la moitié de la descendance est avec le phénotype grand B, l'autre moitié avec le phénotype petit b, une descendance hétérogène. Puisque la descendance est hétérogène, comme conclusion, le parent dominant est hétérozygote pour le premier caractère. Pour le deuxième caractère, 100% de la descendance est avec le phénotype grand L. Donc, on doit donner directement comme conclusion que le parent dominant est homozygote pour ce deuxième caractère. Donc, comme conclusion générale, lorsqu'on réalise un test cross à partir d'un individu hétérozygote pour les deux caractères, on doit avoir
comme résultat phénotypique 4 classes, avec le rapport 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Lorsqu'on réalise un test cross à partir d'un individu homozygote pour un caractère et hétérozygote pour l'autre, on doit avoir obligatoirement comme résultat phénotypique 2 classes, avec le rapport de 1,5, 1,5. Par contre, lorsqu'on réalise un test cross à partir d'un individu double homozygote ou homozygote pour les 2 caractères, on doit avoir comme résultat phénotypique une descendance qui est à 100% homogène avec un phénotype dominant. Comme dernière remarque, avant de terminer ce chapitre, sachez très bien que le rapport de 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, c'est un rapport à partir duquel on peut prouver que les 2 gènes sont indépendants. C'est-à-dire que dorénavant, lorsqu'on vous donne un croisement, et à partir de ce croisement, on obtient comme résultat expérimental un rapport proche du 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. On doit donner directement comme conclusion qu'il s'agit ici du dihybridisme ou d'une ségrégation digénique. Dans le cas d'un test cross, lorsqu'on réalise un croisement d'un parent double hétérozygote par un parent homozygote récessif et que les 2 gènes sont indépendants. Donc, dans ce chapitre, on constate que pour prouver que les gènes sont indépendants, il faut qu'on recherche 2 rapports théoriques, soit le rapport de 9,3,3,1, un rapport d'une ségrégation indépendante de 2 gènes lorsqu'on réalise un croisement entre 2 parents hétérozygotes, ou le rapport de 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, qui est le rapport d'une ségrégation indépendante de 2 gènes lors d'un test cross. Plus exactement, lorsqu'on réalise un croisement d'un parent double hétérozygote et un parent homozygote récessif. C'est les seuls rapports qui vous permettent de prouver que les gènes sont indépendants. Donc voilà, on vient de terminer ce chapitre de la ségrégation indépendante de 2 gènes. Donc pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse email mentionnée sur cette diapo. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Salut!